Bon, est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que je vous ai pas tous perdus entre-temps? Ça se pourrait, et je comprendrai après ce début de live absolument cataclysmique. Mais je suis en train de venir. A plus, le stream était top, merci. Au moins, là, je vois vos derniers messages. S'il y en a qui peuvent envoyer... Attendez, est-ce que moi déjà je peux communiquer avec vous? Parce que ça avait été... Rebonsoir, ouf, tout le monde n'est pas parti, je suis merci. Enfin, je vous remercie. Bon, écoutez, on va s'en sortir. On va s'en sortir, vous en faites pas. En plus, on a plein de choses à dire, donc ça m'arrange absolument pas de commencer en retard. Donc écoutez, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour un live où on va revenir sur le week-end qui vient. Au moins, ça passera pas sur YouTube. En vrai, c'est rigolo. En vrai, c'est rigolo si si je remets le début absolument chaotique qu'on a eu. On va parler du week-end de Formule 2, de Formule 3 de ce qui va venir avec la preview de Freka et d'Eurocup 3. On a quand même un beau week-end qui arrive avec nous, avec 8 Français à peu près engagés. Donc certes, pas de F1, pas de F2, pas de F3, mais on va quand même bien s'amuser. Bonjour les gens YouTube, Percy n'était pas en retard, c'est Streamlabs qui pétait les plombs. Je suis désolé, il y a les deux. Hein, je suis pas seul fautif, c'était n'importe quoi ce qui s'est passé là à l'instant. Évidemment, j'ai préparé un petit PowerPoint et avant d'entrer dans le vif du sujet, moi j'avais envie d'évoquer deux trois petits sujets liés à la F1 bien évidemment, qui pourraient un petit peu chambouler la grille qui pourraient amener des jeunes pilotes en F1, des nouveaux pilotes en F1. Mais voilà, ces pilotes, ils ont 23 ans et 25 ans et ils pourraient arriver en F1 d'ici quelques semaines. Bon, il faudrait un scénario en leur faveur, mais quand même, ça m'intéresse pas mal et ça commence avec le clan Red Bull, car en fait, on est à un point près. À un point près, tout peut changer dans la galaxie Red Bull. Verstappen n'a plus que un point de permis après, disons, ses activités, oui, voilà, après, disons, ce qu'il a fait sur la piste à Barcelone, qui était peut-être passible d'une sanction beaucoup plus lourde que 10 secondes de pénalité, Verstappen joue avec le feu et ça pourrait faire des heureux. Bon, très logiquement, enfin, s'il était suspendu sur les prochains Grands Prix, Isaac arriverait dans la Red Bull. Chose intéressante, du coup, ça voudrait dire Hadjar et Tsunoda dans la Red Bull. Du coup, enfin, ça se passe comment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les deux voitures sont larguées? Est-ce que il y a une voiture qui ressort plus que l'autre? Enfin voilà, ça, voilà, je serais très intéressé de voir ce qui pourrait se passer. Mais par contre, ça voudrait dire qu'il faudrait trouver un remplacement chez Vcarb pour Isaac Hadjar qui monterait chez Red Bull. Évidemment, voilà, c'est hypothétique. Il faut encore que voilà, Verstappen fasse une petite collision, un petit coup de roue. Alors, même un excès de vitesse dans la voie des stands, hein, il suffit d'un rien hein, pour avoir un point de permis un point de pénalité sur son permis. Je pense que Red Bull demande une dérogation pour faire rouler Lindblad. Bah, pour le moment, en tout cas, a priori. A priori, de ce qu'on sait, il y a quelques semaines, il y a quelques mois même peut-être, Red Bull avait demandé une dérogation pour Harvey Lindblad. A priori, à moins d'un gros retournement de situation, elle n'a toujours pas été acceptée cette dérogation, puisque visiblement la FIA n'a pas spécialement envie de faire des passes droits, et en plus Red Bull a une autre solution, c'est son actuel réserviste. En fait, tout simplement, c'est Ayumu Iwasa, l'actuel réserviste, ancien troisième, ancien quatrième pardon, de Formule 2, quatrième de Formule 2 en 2023, cinquième de Formule 2 en 2022. Max il récupère quand des points? Il en récupère deux fin juin. Donc faut pas qu'il ait de points faut pas qu'il ait de points de pénalité sur les deux prochains grands prix. Donc il va récupérer des points après deux grands prix. Et ensuite, les points d'après qu'il récupère, c'est en octobre. Merci beaucoup à Anna Honner pour son raid. Vous êtes 182 arrivés sur le chat. Et vu le début de live, c'est absolument pas mérité, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à ceux qui rejoignent, merci au Chagot, merci, merci Anna en tout cas. Donc voilà, il peut y avoir, on est peut-être, je vais pas dire qu'on est sur de la formule fiction ou des choses comme ça, mais parce que pour moi il y a une vraie possibilité qu'on ait un Ayubu Iwasa en F1, ça serait que pour un Grand Prix, que pour la suspension, mais quand même, de toute façon c'est sa seule chance pour arriver en F1.
Ayumu Iwasa c'est un très bon pilote, mais qui n'a peut-être pas montré autant de choses, voilà, qu'un Hadjar ou que un Lindblad qui sont tous les deux pilotes qui sont encensés sans cesse et sans cesse par Helmut Marko et compagnie. Ayumu Iwasa, il est dans une catégorie un petit peu à part et il faudra un retournement de situation. Il faut qu'il y ait quelque chose pour qu'il monte en F1. Il est, c'est un membre de la galaxie Red Bull, mais c'est surtout un membre de la galaxie Honda avant tout. Honda part de Red Bull fin 2025. Très honnêtement, Red Bull est assez clair sur le sujet. Dès que Arvin Lindblad aura 18 ans, c'est-à-dire en août, c'est Lindblad qui deviendra réserviste. Et au vu de la saison de F2, on va en reparler de la F2 bien évidemment, mais on va en reparler. Ça semble évident que Arvid Lindblad il va devenir réserviste très très vite et même réserviste pas très longtemps. Je pense que voilà, Arvid Lindblad c'est un pilote qu'on va voir très vite en F1. Donc voilà, il y a un timing, il y a une petite fenêtre pour qu'il y ait un Iwasa qui arrive en F1. Maintenant, c'est dans les mains de Max Verstappen. Voilà, si Verstappen veut faire plaisir à Iwasa, c'est maintenant. Mais de toute façon, puisque si c'est pas maintenant, et si par exemple Verstappen est par exemple suspendu en août, ou si tout simplement il n'est jamais suspendu, et bah Iwasa ne sera plus réserviste, il sera remplacé par Lindblad, et dans ce cas, bon bah. Ciao mon pote. Il roule actuellement en Super Formula 1. Il roule actuellement en Super Formula 1 et je pense que c'est un pilote Honda avant tout, donc il va se concentrer sur le Japon. Donc pour le moment, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas du tout. Il faut vraiment qu'il y ait ce point de permis, puisque si, là pour l'instant, il n'y a clairement aucun monde où Iwasa arrive en F1. Voilà. Belle perte de Tsunoda qui est rentré dans la boucle de Sergio Perez. Bah oui. Oui, malheureusement, après quelques grands prix, ça devient extrêmement compliqué. Par contre, très rapidement, dans les médias, pour le moment, Christian Horner et Helmut Marko sont en train de le défendre, ce qui est plutôt étonnant. Est-ce que c'est le début d'un changement de mentalité? Je sais pas. En tout cas, c'est ils les ont tous les deux, enfin tous les deux l'ont défendu, l'ont défendu dans la presse, donc je sais pas trop quoi penser. Est-ce que voilà, enfin, est-ce que Tsunoda va rester un peu de temps? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a un souci? Est-ce que les choses vont changer en 2026 avec la nouvelle réglementation? Est-ce que bon, écoutez, ça va être assez intéressant à surveiller, tout en espérant bien évidemment, ah, tout en espérant, je veux dire que Isaac ne monte pas avant 2026 chez Red Bull, parce que de toute façon, au bout d'un moment, si la situation continue comme ça, euh, Isaac va monter. Isaac va monter. Et voilà, j'espère qu'il monte en 2026 avec une nouvelle réglementation. Avec un environnement qui aura peut-être changé en 2026, où Red Bull ne sera peut-être plus un top team, mais une équipe de midfield, puisqu'avec la nouvelle réglementation moteur, Red Bull Ford, on ne sait pas trop ce que ça va donner en termes de moteur. Tous ces débats alors que c'est Enzo Dellini qui va aller dans la Red Bull en 2026. Merci beaucoup Darksider pour ton septième mois, son septième prime. Merci beaucoup, évidemment. Évidemment, d'ailleurs Enzo Dellini, on va en reparler du pilote de Freka, mais ça on en reparlera plus tôt en fin de live. Trop content de pouvoir venir te voir en live. J'ai raté quoi? Et bah pas grand chose vu que une fois n'est pas coutume, première fois de ma vie je pense, j'ai lancé le stream en retard parce que j'étais en repos de garde et que je dormais, du coup je suis encore une fois désolé. Mais pour ceux qui arrivent dès maintenant, et bah tout bénef, tout bénef. Mais vraiment les 20 premières minutes du live, enfin du live ou du non-live, c'était sombre, hein, clairement. Euh, donc t'as pas loupé grand-chose, ne t'en fais pas. Ayumu Iwasa qui pourrait rentrer en F1, il faut encore quelques circonstances pour que ça arrive. Par contre, il y a un autre pilote encore plus âgé qui pourrait faire ses débuts en F1 peut-être dès le prochain Grand Prix au Canada, c'est Felipe Drugovich. Je faisais dodo? Oui, oui, je faisais dodo. Oui, je faisais dodo tout simplement parce que j'étais en repos de garde. Du coup, je me rattrapais et je pensais avoir mis un réveil, mais du coup, non. Voilà, Felipe Drugovich, à 25 ans, 25 ans, pourrait enfin faire ses débuts en Grand Prix. J'insiste sur le 25 ans, pas tant que ça soit vieux, mais en fait un peu si. Euh, tu fais Le Mans au Grand Prix du Canada, c'est-à-dire puisque de base, Le Mans au Grand Prix du Canada, c'est
pas... Enfin, en tout cas, ici, c'est formule de promotion monoplace. Donc, c'est F2, F3, Freca, F4, etc. Ici, c'est surtout ça. Le Mans, le Grand Prix du Canada, on va pas trop. Enfin, évidemment, moi, je vais regarder en tant que, voilà, en tant que fan, quoi. Mais sinon, non, 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 je vais pas spécialement en parler, quoi. S'ils lui font rater le Mans pour une vieille P19, oh bon alors, qu'est-ce qui se passe avec merci beaucoup Dark Legend 72 pour le follow. Drugovic, il doit faire les 24 heures du Mans. C'est là la grande question. Qu'est-ce qu'on fait pour Felipe Drugovic? A priori, il a été assez clair dans les médias. Certes, actuellement, il est engagé aux 24 heures du Mans avec Cadillac. Donc, Cadillac en plus, pas n'importe quoi. Ça peut être un outsider en plus. Hein. C'est pas comme s'il roulait pour Bike S à l'époque. Voilà, donc c'est une vraie équipe. Il est pour le moment engagé avec eux pour les 24 heures du Mans. Sauf qu'il pourrait être appelé pour le Grand Prix du Canada en Formule 1 dans le même temps. Et il a dit dans les médias qu'il comptait prioriser la F1 quoi qu'il arrive. Voilà, Drugovic veut sacrifier les 24 heures d'humain pour remplacer Stroll si jamais Stroll n'est pas là. La question c'est qu'est-ce qui se passe pour Lance Stroll? C'est difficile à savoir parce qu'on a des versions un petit peu différentes euh, qui se contredisent partiellement mais qui sont un petit peu d'accord partiellement. Visiblement, il y a eu un incident après la qualification. La qualification où il a été dominé de plus de 5 dixièmes par Fernando Alonso à Barcelone au Grand Prix d'Espagne le week-end dernier. Il se serait remporté. Maintenant, à quel point est-ce que il aurait cassé des choses? Est-ce qu'il aurait vraiment vilipendé, on va dire, ses ingénieurs? C'est difficile à savoir. Est-ce que dans son coup de colère, il s'est blessé? Est-ce que ça a pu réveiller la blessure au poignet qui s'était faite lors de son accident de vélo en 2023, qui lui avait fait manquer une partie de cette pré-saison de 2023, donc une blessure ancienne qui pourrait se réveiller? Est-ce que c'est un peu de tout ça? Enfin, c'est difficile d'avoir de savoir à quel point on est dans le vrai. Il va finir comme Devon Butler sur Breaking Point 2. En vrai, t'as une bonne ref. T'as une bonne ref et. Bon, ça serait triste puisque Devon Butler il arrêtait sur un vrai problème de santé. Moi, j'ai pas envie que Stroll il arrête pour problème de santé. Personnellement, j'ai envie que Stroll arrête parce que ça fait 9 saisons qu'il est en F1 et que certes, c'est un pilote ok. C'est un pilote qui de temps en temps peut faire des choses plutôt correctes. On rappelle que c'est quand même un pilote qui a fait une pole position des podiums, mais ça commence à remonter énormément. Et depuis quelques années, il n'y a plus de coups d'éclat comme il y avait d'ailleurs. Donc au bout d'un moment, voilà, il faut laisser sa place, quoi. Il faut laisser sa place. Euh, donc, je sais pas la question déjà, est-ce que Stroll sera rétabli pour le Grand Prix d'Espagne? Est-ce que même s'il est rétabli sur sa blessure au poignet, est-ce que Aston Martin n'essaye pas de trouver un prétexte pour faire sortir Lance Stroll du projet? Et peut-être qu'avec la blessure au poignet, ils ont trouvé une excuse toute rêvée pour le faire sortir et garder un petit peu la face, pour que tout le monde garde un petit peu la face. Mais voilà, pour le moment c'est extrêmement flou. Donc Lance Stroll qui a donc du coup déclaré forfait pour le Grand Prix d'Espagne. Felipe Drugovich n'avait pas pu le remplacer vu qu'il n'avait fait aucune séance d'essai libre ce week-end-là. Il faut au minimum faire une qualif ou une séance d'essai libre pour prendre part à un Grand Prix. Donc malheureusement le forfait de Lance Stroll est arrivé beaucoup trop tard. Et donc je suis d'accord avec vous dans le chat. Hein. Enfin, là Drugovich nous dit non, les 24 heures du Mans, Cadillac, je m'en fous puisque j'ai peut-être une chance avec la F1 de faire mes débuts en F1. Quelque part, je comprends l'idée parce que c'est vrai que Drugovic, il est champion de F2 2022, il est troisième pilote Aston Martin depuis très 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 longtemps et à chaque fois il a semblé proche, proche de faire ses débuts en F1, proche de devenir un pilote de Formule 1. C'est un rêve, voilà, c'est un rêve qui le poursuit depuis tout petit, être pilote de Formule 1. En 2023, il avait même refusé un volant en IndyCar parce qu'il était complètement focus sur son objectif de devenir pilote de F1, même s'il était réserviste derrière Alonso et Stroll. La situation a un petit peu évolué, il a commencé à rouler en endurance à côté, à être engagé aux 24 heures du Mans. Mais le truc, c'est que enfin, je comprends ce que vous voulez dire dans le chat, et je comprends aussi Drugovic. C'est les 24 heures du Mans à côté, certes, mais là, probablement en F1,
c'est une chance qu'il ne retrouvera plus jamais. Voilà. Alors qu'aux 24 heures du Mans, c'est une chance qu'il devrait retrouver. Maintenant, c'est sûr que si la Cadillac gagne les 24 heures du Mans, il pourra avoir un peu la haine. Mais, et puis Drogovic a déjà fait les 24 heures du Mans, en effet. Évidemment, en prestige, les 24 heures du Mans sont bien au-delà du Grand Prix du Canada de F1. Mais le truc, c'est que là, peut-être qu'il a une chance de Formule 1. Et bah, dans le chat, ouais, bah, Théo Top qui nous dit, vu qu'il a sans doute aucun avenir en F1 l'année prochaine, j'irai aux 24 heures. Quand Colapinto remplace Sargent après Zandvoort en 2024, personne ne voit Colapinto en tant que pilote de F1. Et de toute façon, il n'y a pas de place pour Colapinto en 2025 vu que Sainz a déjà été signé aux côtés d'Albon. Et en quelques grands prix, tout a changé et du coup Colapinto a réussi à se trouver une place avec Alpine. Bon, les débuts avec Alpine sont assez compliqués, mais il suffit parfois d'un Grand Prix, de deux Grands Prix, pour tout changer. Oui, Nick De Vries aussi, qui avait fait un Grand Prix à Monza, qui n'avait pas du tout le profil d'un pilote de F1. Et au final, ça l'avait complètement. Ça lui avait donné une chance en F1. Ça s'est très mal passé, mais ça lui avait donné une chance en F1. Et là, Drogovic, à 25 ans, il a peut-être cette chance-là. Donc je comprendrais qu'il essaye de raisonner en mode un petit peu plus long terme, en mode c'est sa seule chance de F1, parce que de toute façon, c'est vrai, enfin vous avez raison, si il ne fait pas ce Grand Prix, s'il ne fait pas de Grand Prix cette année en F1, il va pas arriver en F1. Aston Martin, c'est une équipe qui veut jouer les titres mondiaux, qui veut jouer les victoires. S'il vire Alonso, il cherche un pilote, c'est pour aller chercher du Verstappen, c'est pour aller chercher du gros pilote, ou même à la rigueur pour aller chercher un Yuki Tsunoda qui aurait le soutien de Honda, mais pas pour aller chercher un rookie brésilien sans beaucoup d'expérience, en dehors de celle de troisième pilote, quoi. Bah ça va, Nitram Nitrin, ça va, on ne te dérange pas sur Théo Pourchère. C'était une année avec beaucoup de renouvellement de pilotes en F1, ça sera pas tellement le cas l'année prochaine, je pense. Encore une fois, je suis d'accord, mais il peut aussi trouver. Enfin, en fait, ça dépend aussi de quelle est l'absence. Voilà. Merci Datoute28, tu me devances. Quelle est l'absence de Lance Stroll? Quelle est la durée de son absence? Est-ce que c'est juste pour un Grand Prix et que du coup, hop, petite opération au poignet, bam bam bam, on le retrouve directement? Peut-être que d'ailleurs Drogovic n'aura jamais cette chance-là au Grand Prix du Canada et que Stroll sera rétabli. Mais voilà, la façon dont ça a été fait, la façon dont tout a été communiqué, ça pue quand même. Ça pue ce qui se passe autour de Stroll, pas tant autour de sa santé, mais autour voilà, de la façon dont Aston Martin essaye de le gérer. Salut Homero, 18e mois de sub et 15e mois consécutif. Ah oui, purée quand même. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Salut. Salut à toi, t'as loupé un début de live assez comique, et de ma part. Euh, c'est certain que si c'est pour plusieurs Grands Prix, ça change la donne, et là il doit tenter sa chance. Très honnêtement, même pour un Grand Prix, hein. Oli Berman, évidemment c'est pas du tout le même profil, Berman il est arrivé chez Ferrari à 18 ans, là on parle d'un Drugovic à 25 ans chez Aston, mais il suffit d'un Grand Prix, imaginons, Drugovic il fait P6 au Grand Prix du Canada. En plus l'Aston Martin a l'air d'être en train de s'améliorer, imaginons il fait P6, ça va marquer les esprits. Je dis pas forcément qu'il aura une opportunité ailleurs, puisque comme vous le dites, bah, c'est vrai que c'est assez bloqué hein, le marché en F1 pour 2026, en dehors de chez Red Bull, en dehors de chez Cadillac. Mais voilà, chez Aston, ça dépend. Est-ce que Stroll, il est parti pour partir, tout simplement? Merci beaucoup à Pierre, merci beaucoup à toi, à YBHPTAS, PTAS, pour son deuxième mois de Prime. J'ai eu des petits problèmes, Homero. Bah écoute, moi aussi, on est deux. S'il fait P6, ça veut dire que Adjar fera genre P4, donc je prends. Écoutez, Adjar il a fait P7 et Hülkenberg a fait P5 le week-end dernier, donc tout peut changer très vite en F1. Imaginez c'est pas Drogovic qui est choisi. Alors, si Stroll est absent et que Drogovic n'est pas choisi, je pense qu'au bout d'un moment, Drogovic il va se tirer une balle, hein, je pense. Puisque il faudrait compter hein, le nombre de fois où il s'est fait enfler par Aston Martin. On rappelle, donc le gars est réserviste depuis 2023. Combien de fois on a eu des déclarations avant course ou après course disant que bah, ils sont pas, les pilotes étaient pas à 100%, genre Alonso qui dit qu'il était malade, Stroll qui dit qu'il était blessé. C'est arrivé vraiment
beaucoup, beaucoup de fois. Une rumeur Vettel, non mais non. Non mais laissez-le cultiver son miel et ses abeilles et tout. Non, non, non. Vettel, il est très bien là où il est. Il peut pas revenir en F1. Il peut pas revenir en F1. Enfin, même physiquement, est-ce qu'il est encore préparé à ça? Il est parti limite un petit peu trop tard en F1. Je vois pas l'intérêt de revenir, hein. Contre le nombre de fois où Van Dorn s'est fait enfler, je suis d'accord avec toi. Van Dorn aurait mérité une deuxième chance, certes. Maintenant, c'est malheureusement pour lui, enfin beaucoup de pilotes auraient mérité une deuxième chance en F1. Enfin, Van Dorn pour moi c'est vraiment Auvergne bis. Euh, Ça va tomber sur un des seuls week-ends où Van Dorn n'est pas dispo. Bah de toute façon, Van Dorn et Drugovic ne sont pas disponibles officiellement sur ce week-end des 24 heures du Mans. Maintenant, c'est Drugovic quand même le réserviste numéro un et Drugovic s'est déjà déclaré. Moi je suis dispo, vous inquiétez pas, j'en ai rien à faire des 24 heures du Mans. Bon, c'est pas très poli, hein, enfin vis-à-vis de Cadillac, et même de façon générale, je trouve pas ça super malin, puisque imaginons que du coup Stroll soit rétabli, bah du coup Drogovic il va aller au Mans chez Cadillac et ah, salut les losers, ouais je voulais pas être avec vous, je voulais être en F1, mais allez go, on roule. La com est pas terrible, la com est pas terrible, je suis d'accord. Donc j'espère pour lui que j'espère pour lui qu'il aura sa chance en F1, tout simplement. C'est un gars qui le mérite. C'est un gars qui le mérite. Et c'est vrai qu'après des déclarations pareilles, j'espère très honnêtement qu'il va pas aller au Mans avec Cadillac, quoi. Il tente le tout pour le tout. Il est à bout. Il est à bout, Drogovic, hein. Le nombre de fois où il a frôlé un volant, même là encore ce week-end au Grand Prix d'Espagne, encore une fois, on ne sait pas si on a toute la lumière sur ce qui s'est passé autour de Lance Stroll. Mais si c'est vraiment juste une simple blessure, et que c'est pas lié aux événements après la qualification dont on n'a pas toute la lumière dessus. Si c'est vraiment juste la blessure elle était là depuis 6 semaines. Vous allez me faire croire que là, Stroll et Aston Martin, ils s'en sont rendus compte après la qualification? Non, 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 non. C'est pas sérieux et c'est Drogovic qui se fait avoir encore comme d'habitude. Donc voilà, voilà, ça serait pas cool pour Cadillac, pour Le Mans, etc. Mais voilà, c'est peut-être la chance d'une vie qu'il a attendue depuis 2 ans et demi. Je comprendrais qu'il fasse tout pour avoir un Grand Prix. Et voilà, sur un Grand Prix, beaucoup de choses peuvent changer. On peut créer des carrières. On peut créer des carrières. La blessure, c'est pas depuis 2023, la fameuse chute de vélo. Non, mais si, c'est la même blessure. A priori, la blessure se serait réveillée il y a 6 semaines, blablabla. Bla, 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 bla. Peut-être une annonce demain pour Stroll, c'est-à-dire, t'as des petites infos? Euh... Je dis ça, je dis rien. Chez Cadillac AXR, l'équipe de Drogovic a un pilote de réserve dispo. C'est qui le pilote de réserve chez Cadillac? En endurance, du coup. Est-ce que je. Deux Letraz? Oh, ça. Eh, BDF! Si c'est des Letraz, très cool. Très cool pour lui. Ah, mais c'est top! Oh, bah attends, bah raison de plus pour militer pour l'arrivée de Drogovic en F1 alors. Ah non, ça serait une excellente nouvelle. Non, bah pour cher, en fait, justement, il faudrait. Si on veut un pour cher aux 24 heures du Mans, pas en LMP2, puisqu'il est déjà engagé en LMP2 avec Algarve Pro Racing, si on le veut en hypercar directement, il faudrait que ça soit Van Dorn, justement. Il faudrait que ça soit Van Dorn qui arrive chez Aston Martin ce week-end. Mais bon, c'est pas ce qui va arriver, puisqu'on rappelle que pour cher est pilote réserviste de chez Peugeot, Van Dorn roule chez Peugeot. 6 semaines, ça veut dire qu'il a fait Imola et Monaco avec la douleur. Ça voudrait dire ça, en effet. Ça voudrait dire ça en effet, mais encore une fois, vraiment la façon, enfin toute la communication qu'il y a eu autour, l'incident qu'il y a eu après la qualification, quand il s'est emporté, euh, voilà, c'est beaucoup de on dit puisqu'on n'a pas vraiment de confirmation officielle. On a la confirmation officielle qu'il a été très énervé après la qualification, qu'il s'est emporté, mais on ne sait pas à quel point. Euh, voilà, il y a quelque chose. Voilà, j'ai hâte d'avoir plus d'informations du futur de Lance Stroll. Puisque là, c'est vrai, là, on s'est ouvert à toutes les spéculations. On est en train de se dire, est-ce que par exemple, le Grand Prix de Monaco, c'était le dernier Grand Prix de Lance Stroll? Ça paraîtrait assez fou, puisque quand même, Stroll a fait un bon début de saison, quand même, assez chanceux, mais l'air de rien, je pense qu'il met 10 points à 0, ou enfin plusieurs points. Ah non, à 2 maintenant, vu que Alonso a marqué ses premiers points. Euh, donc, même si Stroll est largement dominé par Alonso,
au plan comptable, il était largement devant. Donc, Pourchaire, ça a l'air de chauffer pour l'IndyCar. Marshall Pruett, qui est le journaliste dominant en IndyCar, fait plein d'allusions à lui et a fait une vidéo avec Indianapolis en mode alors Théo, tu rouleras ici l'an prochain. Et le management de Simon Pagenaud est peut-être en train de porter ses fruits, du coup, c'est ça pour Théo. J'ai pas spécialement d'infos, mais bah d'ailleurs, petite transition avec Théo Pourchaire, parce que Théo Pourchaire, c'est un pilote typiquement qu'on va retrouver en Formule E sur le rookie test de Berlin. Euh, ouais, l'IndyCar, oui, il pourrait revenir ouais, chez McLaren. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop chez qui il pourrait revenir. C'est vrai que oui, le remplaçant qu'il avait remplacé de manière peu professionnelle de la part de McLaren, hein, c'est pas la faute de Nolan Siegel, mais l'an dernier, où Théo Pourchaire s'était retrouvé viré du jour au lendemain alors que McLaren semblait compter sur lui, ne fait pas des débuts exceptionnels, c'est sûr. Après, ça reste un pilote jeune. Donc écoutez, on va voir en tout cas pour Cher, lui, il a des opportunités qui s'ouvrent, qui se développent un petit peu partout, notamment voilà, en Formule E, il devrait être engagé lors du prochain rookie test sans trop de surprise. La question c'est plutôt chez DS, normalement, vu qu'il est jeune pilote DS, ou chez Maserati comme la dernière fois. Par contre, il y a aussi d'autres pilotes qui pourraient être engagés, style Alex Dunn, qui a déjà roulé dans le passé avec McLaren, style Jack Crawford, qui a déjà roulé par le passé aussi. Mais aussi, on pourrait avoir de nouveaux pilotes, des pilotes qui sont déjà en F3. On rappelle que donc, la Formule E organise des tests pour les pilotes débutants, voilà, pour les jeunes pilotes, qui est souvent ouvert à pas mal de pilotes de F2, mais aussi des pilotes de F3. L'an dernier, on avait déjà eu Tim Tramitz qui avait roulé. Et visiblement, Alessandro Giusti, il pourrait être de la partie. Je ne sais pas encore avec quelle équipe, mais visiblement, on pourrait se diriger vers ça. D'ailleurs, détail pas si anodin, l'an prochain, il n'y aura aucun clash WEC Formule E. Intéressant. Bah du coup j'espère qu'il sera... Mais après, vous imaginez du coup s'il fait WEC FE IndyCar, à un moment il va falloir choisir Théo. Il va passer de Pôle emploi à 4 boulots en même temps. Pourquoi faire Justy? Bah tout simplement parce que c'est de l'expérience cool. Enfin c'est que du positif. C'est que du positif. Justy fait un très très bon début de saison. La F2, la F3 évidemment on va y revenir tout de suite. Mais pourquoi faire Justy? Bah c'est la Formule E, là, une gestion de voiture complètement différente de ce qu'il a. Euh, non franchement c'est une expérience positive. Maintenant c'est sûr que c'est pas juste du roulage, c'est des contacts. Justice avec quel team on sait pas encore. Visiblement, il discuterait avec plusieurs équipes. C'est pas mes infos, je précise. C'est les infos de l'article que j'avais reposté sur Twitter et Blue Sky la dernière fois. Euh, pour Cher en FE, ça serait à des primes pour moi. Non, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. Actuellement, l'an dernier, on rappelle, pour Cher était à Pôle emploi. Cette année, il y a du mieux, il est en LMP2, mais là, on parlerait potentiellement d'un programme en IndyCar, on parlerait potentiellement d'un programme en championnat du monde de Formule E, qui reste quand même un championnat du monde avec des top pilotes, avec tout plein de constructeurs engagés, et aussi en WEC à côté. Bon, ça va être difficile de faire les trois hein, quand même, mais dans le sens où je préfère le WEC, je pense que de toute façon, il fera pas Formule E tout seul, il fera Formule E et quelque chose à côté. Euh, donc voilà. Vous imaginez une team FE TikTok Done, ce serait e-divertissement Racing Team, ça serait cataclysmique, mon dieu. Ah, pas vrai, voilà. Alex Dunn, c'est vrai. Mais Alex Dunn, je pense, c'est Dan Tiktoum en plus rapide quand même. C'est quand même plus rapide. Soit WEC FE, soit IndyCar. Tu veux dire, soit WEC FE ou soit WEC IndyCar? Puisque juste IndyCar, très honnêtement, ça me décevrait un petit peu. C'est pas je trouverais ça un petit peu limité quand si tu as potentiellement des options dans deux autres championnats du monde, je trouverais, enfin, même si évidemment l'IndyCar c'est ultra chouette, les 500 miles, etc. Mais je j'ai pas envie de voir Théo que en IndyCar. Oui, IndyCar IMSA, ok, pourquoi pas. IndyCar IMSA, pourquoi pas. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un autre chose, qu'il y ait deux programmes en même temps, puisque tout simplement en fait, j'aurais du mal à voir Théo Pourchaire dans un seul championnat, parce que pour moi, s'il est dans un seul championnat, le seul championnat qui mérite que Théo Pourchaire soit à 100%, pour moi c'est la F1, de toute façon. Donc non, j'ai vraiment envie de le voir en endurance et en monoplace. Maintenant, sous quelle forme, à lui de voir. Ouais, il faut un championnat du monde, ouais, je suis d'accord. Puisque IndyCar IMSA, je pense, ouais,
J'aimerais pas spécialement, même si je pourrais comprendre, etc. Refaire sa carrière aux États-Unis, ça se fait complètement, mais et c'est d'ailleurs peut-être l'option d'avoir pris Simon Pagenaud en tant que conseiller slash mi-manager, etc. Mais dans le même temps, c'est un jeune pilote Stellantis, etc. Je pense il aura d'autres options. Il aura d'autres options. Écoutez, on va commencer à parler des choses sérieuses. Enfin, des choses non, pas sérieuses. On va parler de Formule 2. Donc là, déjà, je pense que je vais en perdre certains d'entre vous. Surtout de certains qui ont fait partie du raid, puisque la F2 est probablement l'un des championnats les moins sérieux. L'a encore prouvé ce week-end, même si c'était de façon un petit peu moins éclatante qu'à Monaco, où c'est Alex Dunn qui avait porté sur lui et la direction de course qui avait porté sur lui le fiasco de ce week-end de Monaco. Pourquoi tu fais pas la F2 en dernier? Bah Arthur, j'ai envie de finir sur une note positive en vrai. Je préfère me débarrasser de la F2. Comme ça, hop, 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 on dit voilà, les Français sont éclatés, c'est n'importe quoi ce championnat. Et ensuite, on passe à la F3. Et là, la F3, on va en reparler de la F3. Mais la F3, ça fait plaisir. La F3, ça fait plaisir, donc je préfère me débarrasser de la F2, comme ça voilà, c'est fait. Sérieusement, tout Wikipédia, tu vois, Dunn Evershore top 2, championnat de merde. Alors, on va peut-être pas dit. Enfin, oui, enfin, c'est bon. Non, mais de toute façon, cette promo de F2, incroyable le débrief de F2, on passe à la F3. On va être rapide, puisque déjà j'ai pris beaucoup trop de retard après avoir fait mon dodo. Non, on va être un petit peu rapide. Le classement du championnat de la Formule 2, on n'est pas encore à la mi-saison, mais on est à un meeting de la mi-saison, on a 6 meetings sur 14, et donc, avec sa pénalité de 13 places en course sprint, sa pénalité de 3 places en course principale, on a un nouveau leader du championnat et il s'appelle Alex Dunn qui a fait P2 et P5, comme quoi les pénalités étaient pas du tout appropriées du coup, et c'est plutôt un meeting de suspension qu'il aurait dû avoir. Richard Verschoor est deuxième du haut de sa 5e saison. Je sais plus quoi dire sur Richard Verschoor. Par contre, beaucoup plus intéressant, troisième, Arvid Lindblad qui fait une grosse montée au classement, qui passe à la troisième place du classement devant Jack Crawford. On a ensuite Luke Browning qui a beaucoup perdu, l'ex-leader du championnat en arrivant à Barcelone et actuellement 5e. On a ensuite Leonardo Fornaroli, toujours pas de première victoire. Pepe Marty, Victor Martins 8e, malheureusement passé à côté de son sujet ce week-end. Sébastien Montoya, je sais pas trop ce qu'il fait là, mais Sébastien Montoya est 9e devant Dino Beganovic, Krushmaini, Gabriel Mini seulement 12e, ça commence à devenir vraiment compliqué. Goethe, Stanek, Durksen, Villagomez et son premier podium, bah ouais, on est là, le premier podium de Raphaël Villagomez, Rito Momiata, Amaury Cordil, Sami Mektounif qui sont les 19 pilotes à avoir marqué des points, et enfin on a Shields, Bennett et Max Esterson. Chaque live de Percy, Fornaroli, toujours pas de victoire. Bah, je trouve ça quand même hilarant de le répéter, puisque ça fait 4 ans qu'il a pas gagné, alors que ce gars est champion de F3, champion rookie Freca, et qu'il est dans un top team de F2. On peut parler de la piquette que Montoya met à Mini récemment, on va en parler. On va en parler, mais c'est vrai que là ça commence à devenir dérangeant. Surtout que pour le moment, alors, on peut toujours dire, etc., blablabla, les moteurs, etc., c'est différent, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences entre les moteurs en F2, que c'est un problème qui persiste, mais on n'a pas de choses aussi folles que l'an dernier avec Durksen, hein, pour être parfaitement honnête. On n'a pas de choses aussi bluffantes qui se voient d'un œil extérieur très facilement. Bon, euh, c'est vrai que les performances de Montoya et Villagomez surprennent. Surtout que voilà, alors à la rigueur Montoya c'était un pilote assez irrégulier, mais parfois capable de certaines victoires, hein. C'était un pilote qui avait fait plusieurs victoires en Fremec face à des pilotes qui sont aujourd'hui en F1 je crois. Euh, En F3 je crois qu'il avait eu des podiums aussi, mais plutôt en course sprint. Bon voilà, c'était assez irrégulier, c'était vers la 15e place du championnat. Par contre Villagomez, de voir ce gars sur un podium, c'est surprenant. Lui qui a dû marquer 2-3 points en F3 sur 3 années, euh, c'est très surprenant de le voir sur un podium. Et en plus, un podium avec la manière, même s'il y a évidemment une grande partie stratégie et chance qui est entrée en compte quand même. Euh,
évidemment celui qui a tout emporté ce week-end. Hello, après Montoya qui se met à performer et signe dans le management d'Alonso. Tiens, tiens, tiens. Oui, c'est vrai. Alors, Montoya a signé avec le management d'Alonso. Après, je suis pas sûr que ça veuille dire grand-chose, hein. Parmi les anciens pilotes managés par Alonso qui sont passés en F2, on avait Clément Novalak. Clément Novalak, hormis sa victoire à Zandvoort, son passage en F2 avait été assez laborieux quand même. Même stratégie que Martins pour Villagomez. Et là, Nitram Nitrin, je sais que t'aimes bien descendre, parfois, et un peu piqué au vif les pilotes français, mais t'as complètement raison. T'as complètement raison. Martins et Villagomez avaient la même stratégie en course sprint. Et il y en a un qui a pu remonter, il y en a un autre qui n'a pas réussi, qui s'est perdu dans sa remontée. Voilà. On va en reparler juste après de Victor Martins, mais voilà, Arvid Lindblad, toujours plus proche de la F1, il était déjà très très régulier, il montait en régime, et il manquait des coups d'éclat, il manquait des coups d'éclat à la Antonelli, comme en Hongrie, comme à Silverstone sous la pluie. Bah voilà, les coups d'éclat, ils arrivent maintenant, pole, victoire, en course principale. Voilà, enfin c'est... Red Bull lui met une énorme pression puisqu'ils n'arrêtent pas de parler de lui et il répond. Il est rookie, il a 17 ans et il domine son coéquipier redoublant. Vous savez à quel point ça me fait mal au cœur parce que j'adore son coéquipier redoublant Pepe Marty. Mais là, malheureusement, Pepe Marty, le train de la F1 est en train de passer à côté de lui, même très loin en fait de lui. Et Arvid Lindblad, par contre, lui, il est sur l'autoroute. Il a un TGV pour rejoindre la F1 en 2026 si pas plus tôt, puisqu'il y a aussi un monde où, on reprend le sujet du début, Verstappen est peut-être suspendu après le mois d'août, et après le mois d'août, Lindblad aura 18 ans, et du coup super licence, et du coup, Lindblad pourrait faire ses débuts en F1 dès 2025. Voilà, il faut parler du cas Victor Martins. Alors, c'est son troisième meilleur week-end en F2. Ouais, ouais. C'est son troisième meilleur week-end en F2 de l'année. Sur le plan comptable, P5 et P8, c'est son troisième meilleur week-end comptable, mais c'est probablement le pire, pour la simple et bonne raison qu'il a été 15e en qualification. Maintenant, en qualification, visiblement, c'était pas un moteur qui était à 100% de ses capacités, notamment au niveau du turbo. A priori, peut-être des stigmates du crash avec Alex Dunn. Le problème, en fait, à la rigueur, c'est même pas ça. Que ton moteur ait des soucis, ok. Le problème, moi, ce qui m'a gêné le plus, c'est cette course sprint où, voilà, comme Nitram l'a dit, il est sur la stratégie de Alex Dunn, de Villagomez. Il fait partie de ces pilotes qui sont en dehors du top 10, qui rentrent dans les stands, qui chose des pneus tendres pour les derniers tours après la safety car. Et normalement, bah, tu remontes. Tu remontes. Et du coup, Alex Dunn, qui partait 19 et avait fait un très bon début de course jusque-là, fait P2. Villagomez, qui partait dernier. Et bah, Villagomez, on a beau le critiquer, il a beau avoir un palmarès complètement catastrophique, il a été très bon sur cette course. Il est peut-être aidé par un moteur ou je sais pas quoi, mais encore une fois, c'est beaucoup moins visible que pour Durksen l'an passé. Mais là, Martin, surtout, il a fait des erreurs sur cette remontée, et c'est ça qui m'embête un petit peu. C'est ça qui m'embête un petit peu, et je sais que je suis pas le... Enfin, je sais que voilà, ça en a embêté certains. Voilà. Ce gars est tellement rapide, tellement rapide, et malheureusement, il n'arrive pas à tout mettre bout à bout, et ça m'embête. C'est frustrant, mais évidemment, je pense qu'il y a aussi de la frustration aussi de son côté, puisque cette saison de F2 ne se passe pas comme il le souhaitait. Mais, euh, mais voilà, il y a trop de petites erreurs que par exemple n'avait pas Théo Pourchaire. Je dis souvent que Victor Martin c'est plus rapide que Théo Pourchaire. Que Victor Martin oui, est un pilote plus rapide que Théo Pourchaire. Peut-être, mais Théo Pourchaire il avait réussi à être plus régulier. Alors, il y avait évidemment eu deux grosses erreurs dans la saison de Pourchaire, c'était à Jeddah et à Zandvoort, mais au final il avait gagné le titre, il avait bien maximisé sur tous les autres week-ends. Là, Martin, ça commence à faire pas mal de petites erreurs. Donc, encore une fois, je pense pas que la F2 soit le principal. C'est pas sur la F2 tellement que Williams va le juger pour une éventuelle montée en F1, une éventuelle montée en F1 très hypothétique, vu que de toute façon, il n'y a pas de baquet libre avant 2027. Oui, il a peut-être été gêné par sa FP1, comme nous dit Homero, mais les autres pilotes, généralement, quand ils passent et quand ils font la FP1, ils ne sont pas gênés. Ils sont pas gênés.
Enfin, on avait vu ça pour des Perman, on avait vu ça pour des Hadjar, etc., des Bortoleto, Bortoleto peut-être pas, non, Antonelli, ils n'avaient pas été gênés par le passage F1, F2, F1, pardon, F2, F1, F2, avec la FP1 entre les essais libres et la qualif de F2, ils n'avaient pas spécialement été gênés, même du Douane, hein, même des pilotes pas spécialement générationnels comme Douane faisaient ça. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, Imola et Monaco, il peut pas grand-chose. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Imola et Monaco, de toute façon, c'était des excellents week-ends. C'était des excellents week-ends, surtout vraiment. euh, Monaco, purée, il claque le meilleur temps de son groupe de plusieurs dixièmes d'avance. Et voilà, Monaco, il aurait dû passer Dunn, enfin, il a passé Dunn au départ. Bon, voilà, on ne refait pas l'histoire. Euh, mais là, c'était son moins bon week-end de la saison en F2. Et c'est frustrant, et quelque part c'est même encore plus frustrant qu'il ait de la chance sur un week-end, sur son moins bon week-end. Parce qu'on aurait évidemment préféré qu'il ait de la chance sur les week-ends d'Imola, de Monaco, où là c'était le pilote le plus rapide, ou presque quoi. Tellement de frustration accumulée que tu essaies de trop en faire, je pense. Bah oui, oui, malheureusement, c'est probablement ça. Et paradoxalement, c'est probablement le week-end où il met la plus grosse pilule à Browning. Ouais, Browning qui passait à côté de son week-end aussi. Euh, il était démoralisé après Monaco. Je pense pas qu'il était démoralisé. Enfin, non, pour moi, c'est pas. Enfin, pour moi, c'était pas démoralisé, mais c'est plus de la frustration qui s'accumule. Maintenant, voilà, il faut essayer de retenir le positif. Il faut essayer de retenir le positif. Le positif, ça a été cette FP1, où il était d'ailleurs beaucoup plus proche de son coéquipier que Browning ne l'était à sa FP1 précédente à Bahreïn. Martin sur Red Bull Ring, il est bon les années passées. Je me souviens d'une P2 en F3. Je me souviens d'une P2 en F3 où il avait été derrière Isaac Hadjar. Je me souviens voilà, de ce doublé français. Mais oui, enfin Martin sur Red Bull Ring, normalement c'est très bon. C'est très bon. Maintenant voilà, il faut que la chance soit avec lui. Il faut que la chance soit avec lui. P2 en qualif en 2023, je crois. C'est pas... De toute façon, c'est incroyable. Hein. Quand même, preuve qu'il y a quand même un souci avec ses moteurs. Ah bah, pole position. Ça serait une pole position de ce que nous dit Morgan, qui doit s'en souvenir du coup. Euh, il avait été dans le top 3 des qualifs sur les 8 derniers week-ends de F2. C'est-à-dire même depuis fin 2024, il avait toujours été dans le top 3. Et là, vous n'allez pas me faire croire qu'il passe 15e. Vous n'allez pas me faire croire qu'il passe 15e. Donc, il y a des soucis mécaniques. Mais ça, voilà, bienvenue dans le monde de la F2. Pour Victor Martins, il faut essayer vraiment de se concentrer sur le positif. Et de toute façon, sa seule chance vraiment de F1, ça sera par les tests. Ça sera par les tests, puisque même si, par grand miracle, toutes les étoiles venaient à s'aligner en F2 et qu'il gagnait le championnat, ça ne changerait pas grand-chose à sa carrière. Ça ferait certes un titre en plus, mais vous voyez, pour Théo Pourchère, ça n'a pas changé sa vie non plus. Pour Felipe Drogovic non plus. Donc voilà, c'est par ses essais qu'il pourra se montrer le plus. Et voilà, pour les essais qu'il a eu, c'était bien, même si voilà, il n'y a pas eu d'erreur, il a été très bon, pas mal enfin vraiment productif. Le rythme était pas dégueu pour un premier week-end de F1, franchement. Euh, voilà, j'aurais bien aimé qu'il laisse un petit tour en pneu tendre sur la fin, parce qu'au final, voilà, il finit 19ème, mais il finit 19ème et à plusieurs. Enfin, oui, pardon. Il finit 19ème et c'est l'un des seuls pilotes qui n'a pas mis les pneus tendres en fin de séance. Donc, bon, il aura très probablement une deuxième séance de FP1 sur un autre week-end plus tard. Donc voilà, on va se concentrer sur ça. Malheureusement, là, c'était pas le week-end en F2 de Victor Martins. Encore, sur des choses un petit peu différentes. C'est différent de Monaco, c'est différent d'Imola. Il a fini devant Colapinto surtout, et ça c'est beau. Ouais, alors, Colapinto, on n'en a pas parlé, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Parce que même Briator commence à se rendre compte que bah, c'est compliqué, mais en même temps, je pense Colapinto, il est un peu, je pense, traumatisé de son crash à Imola, qui a coûté pas mal à l'équipe. On a parlé d'Isaac ou pas? Ouais, on a parlé de la F1. Alors, on a pas tant parlé d'Isaac en fait, on a surtout parlé de Verstappen, de potentiellement Hadjar qui le remplacerait s'il était suspendu, potentiellement, voilà, potentiellement Iwasa qui pourrait le remplacer. On a parlé de Drugovic, on a parlé de Stroll, etc.
Aaron bientôt dans l'Alpine, bah à ce rythme-là, écoute, même si officiellement le réserviste numéro un, je crois que c'est encore Jack Doohan hein, qui est toujours présent sur dans les paddocks. Et pour être très honnête, c'est que 3 grands prix, mais Doohan était plus intéressant que Colapinto. Ce qui me surprend beaucoup, hein, puisque pour moi, je classe Colapinto bien au-delà de Jack Doohan, mais force est de constater que sur ces... si on compare les 3 premiers Grands Prix de Doohan et les 3 premiers Grands Prix de Colapinto, bah c'est plus intéressant ce que Doohan a fait. Quoi. Voilà. Je dis ça, je dis rien, la Corté est libre pour Spielberg. Alors tu vois, ça m'étonnerait qu'il laisse sa super licence. Je crois. Je crois, je crois. Quand on met une pression de fou à des jeunes pilotes, souvent ça se passe pas très bien, bizarre. Bah ça dépend. Ça dépend, il y en a qui passent, il y en a qui la boivent, hein, la pression. Enfin, il y en a, ça se passe super bien. Antonelli, Lindblad, etc. Hadjar, c'est des pilotes qui ont une pression de fou depuis des années, qui ne cessent de s'intensifier. Et qui se subliment avec ça. Même si Lindblad et Hadjar n'ont pas eu de titre en monoplace à cause de fin de saison parfois assez compliquées en F3, mais euh, sur de big picture, sur, voilà, au sens global, au final, ils ont toujours impressionné pour monter à l'étage supérieur. Quoi. Lindblad, ça commence à devenir sérieux, je serais pas serein de le voir aux côtés de Hadjar. C'est pour ça que moi, enfin, moi, je suis partisan pour que Isaac monte chez Red Bull en 2026. Parce que j'ai pas spécialement envie de le voir à côté de Lindblad. Maintenant, voilà, F1 et F2, c'est des choses bien différentes. Euh, Mais en tout cas, enfin, Red Bull quand même, ils peuvent voir venir. Hein. Ils peuvent voir venir le départ de Verstappen, puisque là, avec Hadjar et avec Lindblad qui arrivent, c'est... Franchement, oui, tu peux préparer un beau futur, quoi. Hot Take qui passe devant Hadjar, mais bah, ça dépend comment, enfin... Ça dépend. Hadjar était plus impressionnant en F2 que les Lindblad pour l'instant. C'est pas pareil. Hadjar, c'était sa deuxième année. Hadjar, c'était sa deuxième année, Lindblad, c'est sa première. C'est pas forcément comparable. C'est pas forcément comparable. Bon, écoutez, et encore une fois, voilà, pour moi, je pense que au rythme où ça va, je vois pas Hadjar rester chez Vecard en 2026. Mais vous en faites pas, faudra qu'on refasse les prédictions des grilles de F1, F2, F3 pour l'an prochain. On fera ça pendant l'été, je vous promets. Euh, je vois une ouverture pour Justy chez ART l'an prochain du coup. Ah, intéressant. Bah ouais, ça serait top. Un pilote Williams qui connaît déjà ART. Euh, franchement, ouais. Franchement, ouais. J'ai pas d'infos, hein. J'ai pas d'infos, mais ouais, ça peut être sympa. Et les vieilles prédictions alors? Bah oui, on va faire ça aussi. Ça va venir. J'ai pas l'impression que Justy veuille grimper dans la ART. Je sais pas trop. Je sais pas trop, puisque quand même, cette ART, on voit qu'elle a du potentiel. Hein. On voit clairement qu'elle a du potentiel. Martins, il n'a pas sorti son top 3 en qualif, son top 3 sur 6 week-ends d'affilée en F2 de nulle part. Là, on en parle quand du remplacement de Hamilton. Aïe, 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 aïe. Bon, de toute façon, Hamilton, bah, ça reste Hamilton, et de toute façon, il sera intouchable. C'est comme Alonso. Ils peuvent faire un petit peu n'importe quoi cette année. Le but, c'est 2026. Et si ça performe pas en 2026, par contre, je pense que ce sera leur dernière année. Il y a moyen que les deux papis partent de la F1 la même année, quoi. ART 2026, F3 pour Gilter et F2 pour Dusty. Aïe 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 aïe, ça serait exceptionnel, hein. Ça serait exceptionnel. Après, voilà, mais on peut toujours avoir des surprises, hein. Des surprises. Moi, je voyais Justy en F3 chez ART. Au final, ça a un petit peu changé, puisqu'il y a eu des petits soucis avec le deal de Zach O'Sullivan qui a un peu refroidi les liens entre Williams et ART. Mais bon, Victor Martins roule avec une livrée Williams pour ART, donc bon, voilà. Au final, Justice s'en sort mieux chez MP que chez ART en F3. Bah carrément, carrément. C'était une nouvelle réglementation. Bon, attendez, on va terminer la F2 très rapidement avant de passer à la F3. Bon, parmi les tops, on est obligé de mettre le podium de Villagomez. L'impensable podium est arrivé, mais en tout cas, lui sur la course sprint, il a absolument rien à se reprocher. Il a été sur la bonne stratégie. Il faisait partie des pilotes qui étaient loin, qui pouvaient se permettre de rentrer au stand. Et bah, il a été clinique dans ses dépassements. Et voilà quoi, enfin, il a été très très bon. Montoya qui enchaîne un deuxième week-end de très haute volée. Très intéressant. Est-ce qu'il a vraiment débloqué un truc ou est-ce que c'est juste la glorieuse incertitude de la F2? En tout cas, c'est vraiment
Ça commence à vraiment devenir intéressant ce qu'il montre Sébastien Montoya. Bon, Verschoor toujours devant. Du mieux pour Itomo Miyata, le coéquipier de Victor Martins, mais au final, bah, il reste battu par Victor. Alex Dunn, bah, quand il connecte tous ses neurones, bah, ça devient très intéressant. Enfin, c'est toujours très intéressant le rythme d'Alex Dunn, mais voilà, il utilise ses neurones quoi, 50% du temps, même pas. Voilà, donc voilà, donc là c'était alors il y a quand même un crash en essai libre hein, où il décide d'entrer à McDouze dans les stands et de percuter Victor Martins encore, mais sinon sur les courses, sur vraiment ouais, sur le week-end de course, bah, en dehors de ça il n'y a pas grand chose à dire, et voilà, voilà, il n'y a pas eu de manœuvre trop sale ou voilà. Euh, Parmi les flops, bon, Browning, Fornaroli sont vraiment passés à côté de leur week-end. Pepe Marty commence à être complètement dépassé par Arvid Lindblad. Et il y a surtout 4 pilotes pour lesquels je m'inquiète beaucoup, puisque là, la saison, elle commence vraiment à tourner au cauchemar. Durksen, on est en train de voir que finalement, la saison de F2 précédente, qui était aussi réussie, et dont il y avait beaucoup de suspicions autour des moteurs, bah, peut-être que c'était vraiment principalement le moteur qui faisait la différence et pas que le pilote. Goethe, transparent. Mini est en train de boire la tasse complète face à Montoya, pourtant qui n'est pas spécialement une référence normalement. Beganovic, toujours transparent, surtout face à Browning. Donc voilà, 4 pilotes on aurait pu s'attendre à ce qu'ils jouent régulièrement des podiums ou ce genre de choses, qui sont complètement à côté de la plaque sur cette presque première moitié d'année en F2. Euh, Aussi, on en parle de la saison de Bennett invisible cette saison. Ouais, je comprends pas. Ça, je comprends pas. Et pour moi, c'est bien la preuve qu'il doit y avoir un petit souci avec les moteurs, parce que quand même, Bennett, c'est un très bon pilote. Il serait pas. Vice, non, troisième de. Non, attendez, vice-champion de GB3, c'est un très bon pilote. Normalement, il devrait rouler beaucoup. Il devrait pas faire partie des 3 pilotes qui n'ont pas de points. C'est très très surprenant, je suis d'accord. Je suis parti, on parlait des tests de FE, de Formule E, j'ai raté quelque chose d'intéressant. Bah, du coup, non, parce qu'on a parlé de la F2. Donc, non, on parlait de rien d'intéressant, t'en fais pas. Goethe qui joue les podiums, c'est toi qui dis ça? Non, mais les podiums à grille inversée, genre, pour moi, typiquement, ça aurait pu être le gars qui performe avec des courses sprint, quoi. Bon, allez, on passe à la F3, hein? On passe à la F3. Quel championnat quand même, on se régale tout le temps, franchement. Je ne cesse de le dire, mais moi j'avais peur. J'avais peur de la F3, de ce nouveau changement de voiture, ce nouveau changement de réglementation. Je me suis dit, dans quoi on s'embarque, puisque la nouvelle voiture n'a pas été spécialement un succès en F2. Et là, en F3, bah, ça allait. Alors, il y a quand même quelques petits soucis de fiabilité hein, qui ont notamment touché Tuka Taponen de chez ART. Mais quand même, les dépassements sont là, le spectacle est là, il y a des dépassements, et voilà, c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment super, super intéressant pour moi. Ça reste le meilleur championnat de formule de promotion. Kimi63, comment tu fais pour trouver des pseudos pareils? Comment tu... Enfin, bon, merci beaucoup à Kimi63 qui a offert un mois de sub à Montoya, por favor. Euh, F3 et Freka cette année, c'est quand même une quasi masterclass. Alors, je pense que Freka, on est un petit peu biaisé parce que nos Français performent de fou. Et que surtout le dernier week-end était à Spa-Francorchamps. Et que Spa-Francorchamps, tu peux mettre des paquebots sur cette piste, ça sera toujours une super course. Le prochain week-end à Zandvoort, par contre, on verra. On va en reparler de l'Africa, vous en faites pas. Non, j'ai pas regardé le live TikTok avec tous les Français là qu'il y a eu Justy, Gilter, Basson, Briolo, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Euh, Le stream a duré plus longtemps que le week-end de Garfias. Aïe. Ah oui, ça. Bon, voilà, le classement de la Formule 3. Raphaël Camara qui, après un début de triple header assez compliqué, relève la tête de l'eau et remet l'église au centre du village avec une troisième victoire et une quatrième pole position. C'est le record. Voilà, c'est son 5e week-end de F3. Il a déjà un record. De pole position. C'est complètement fou ce qui nous fait Raphaël Camara sur sa Trident. 26 points d'avance sur Nicolas Tsoloff. On a ensuite Tim Tramnitz de 3e. On a suivi de Noah Stromstead, Tuka Taponen, Santiago Ramos et nos 2 Français qui sont bien remontés au classement. Eux qui étaient 11e et 12e à l'amorce de Barcelone en ressortent 7e et 8e. Très très gros week-end de nos 2 pilotes français à la fois en sprint, à la fois en qualif, en sprint et en feature race.
les deux ont vraiment été au top. On va y revenir ça évidemment, mais ça fait extrêmement plaisir pour les deux. 9ème, Callum Voisin. Ça commence à piquer pour celui que je voyais comme mon chouchou pour le titre. Yikes. 10ème, Roman Bilinski. On a ensuite Stenson, Van de Pen qui a sorti un gros week-end, Boya, Dominguez qui a signé ses premiers points et aussi sa première victoire avec la course sprint. Nikita Bedrin, Tassanapol, Trapuvasak, Wurtz, Delpino, Sharp, Slater, Zakaseta, Ho, Ugo Chukwu, Leon et Wharton qui a aussi marqué ses premiers points ce week-end. Ce sont les 25 pilotes à avoir marqué des points. Et enfin, on a aussi Josh Dufek qui a bien d'ailleurs quitté la F3, il l'a confirmé à Formula Scout, qui a quitté la F3 en raison de problèmes de budget. On a ensuite Benavides, Nicolas Lacorte, on va en reparler de notre ami Nicolas Lacorte, du pilote de l'Alpine Academy qui nous a sorti une masterclass absolue depuis le week-end de Monaco. C'est une masterclass qu'il prépare depuis longtemps et là, magnifique, magnifique. Sagrera, Brando Bauer, toujours lointain 30ème. Gérard Chier, James Headley, Marine Angeli, Carrasquedo et José Garfias, les deux nouveaux qui ont eu pas mal de difficultés quand même. Dominguez, est-ce qu'on n'est pas sur le vainqueur le plus random de F3 depuis Colombo? Lorenzo Colombo? Non, ça va. Hein, et Dominguez, c'est quand même un pilote qui fait, je crois, 10ème en Freca à peu près l'an passé. Non, c'est pas random. C'est pas random et c'était un week-end où son équipe était vraiment très à l'aise. Non, c'est pas random. Ça sort pas de nulle part. Alors certes, c'est un pilote assez qui peut être assez rugueux en piste, mais là en plus, enfin vraiment, c'est un vainqueur opportuniste aussi. Hein. Il y a eu tout plein de soucis au départ, mais Dominguez, c'est un bon pilote. Même déjà en F4, c'était pas dégueu. En Freca, c'était de plus en plus intéressant, même si bah voilà, c'était pas exceptionnel et il avait une bonne voiture avec la Van Amersfoort Racing qui lui permettait de se mettre en valeur. Mais Dominguez, c'est un bon pilote. Maintenant, c'est pas voilà, ça reste plusieurs crans en dessous de Santiago Ramos et de Théophile Naël en interne chez Van Amersfoort. Mais voilà, première victoire en course sprint pour lui. Raphaël Camara, Percy, tu veux une stat de zinzin en un seul week-end de Bedrin. Attends, en un seul week-end, Bedrin a pris plus de points que Ugo Chukwu, Leon et Wharton réunis. Waouh. Attends, quoi? Ouais, bah oui, du coup, hein, enfin. Ouais, oui, non, mais oui, c'est sûr, ça pique. Ça pique. Trois pilotes qui auraient pu se présenter comme des outsiders au titre. Hein. Outsiders, voire même peut-être favoris pour certains. Il y a pas mal, quand on avait fait les prédictions de la saison de F3, il y en a pas mal qui mettaient Noël Léon en champion. Hein. Bon, va falloir faire un petit trait dessus hein, pour le pilote mexicain qui est 24ème au classement. On est à la mi-saison, contrairement à la F2. Là, par contre, on est bien à la mi-saison avec 5 meetings sur 10 qui ont été faits. Ça va être compliqué là. Ouais, Louis Sharp qui passe un petit peu à côté de sa saison, oui, je suis d'accord aussi. Euh... Je suis un peu déçu que tu aies pas cut le screen juste au-dessus de Wharton pour qu'on puisse tous se moquer de cette faute. Je vois que tu portes toujours autant James Wharton dans ton cœur, mais bah en fait je mets toujours les 25 premiers généralement, tout simplement parce que bah, c'est la configuration, enfin c'est la résolution de mon écran, et puis surtout en plus là ça fait sens vu que c'est les 25 pilotes qui ont marqué des points et les autres bah, n'en ont pas marqué. Donc Raphaël Camara qui finit ce triple header en beauté. Alors par contre il faudra m'expliquer ce qui s'est passé en course sprint. Il y a Tuka Taponen qui était plusieurs positions devant lui qui a calé. Et Camara, il devait être concentré sur sa procédure de départ, etc. Mais genre, il fonce tout droit. Enfin, il y a une voiture qui est arrêtée devant toi. Et enfin, vraiment, il reste vraiment tout. C'est pas genre, il y a une voiture qui était devant lui qui s'est dégagée un peu de son chemin au dernier moment. Et là, il voit la voiture de Taponen. Non, il s'est. Enfin, trop bizarre. Enfin, je. Pas compris. Pas compris, réflexe absolument inexistant. Bon, par contre, voilà, voilà, il a gagné, il a bien dominé. Il avait les yeux dans les rétros, ouais, non, sûrement, sûrement. Mais du coup, je pense que ça va lui servir de leçon. En tout cas, voilà, il s'est très bien rattrapé le week-end suivant, le week-end, pardon, le lendemain avec la course principale. Donc, attendez, je suis en train de voir les débats dans le chat sur Wharton, là, c'est compliqué. Ouais. Non, par contre, Obero, qu'est-ce que tu préfères entre James Wharton et Rachid Al-Daeri? Petite question pour toi, parce que je sais que c'est deux de tes pilotes préférés.
Donc voilà, pour en revenir sur Raphaël Camara, donc voilà, il passe de plus 13 à plus 26 après 2 week-ends un petit peu plus compliqués où notamment Nicolas Tsonov avait fait un gros rapproché au classement. Voilà, ça fait du bien une victoire. Il va pouvoir partir sur une pause de 4 semaines, plus l'esprit plus tranquille, on va dire. Et évidemment, voilà, de ce qu'on entend, visiblement, il y a plusieurs équipes de F2 qui vont se l'arracher. J'ai l'impression Invicta paraîtrait en pole position, mais voilà, en tout cas, ça va monter en F2 très très vite. Quel enfer le dilemme entre Aldairi et Wharton. Je crois à Rachid quand même, puisqu'il a jamais craché 2 fois son teammate le même week-end. Ah ça, j'avoue que rien que pour Macao, j'en voudrais toujours à James Wharton pour ça, c'est vrai. C'est vrai. Euh, évidemment, voilà, le double podium français, il fait trop plaisir, puisque surtout, voilà, les deux Français n'ont pas eu des moments super évidents sur ce début de saison, donc qu'est-ce que ça fait du bien, à la fois pour Théophile Naël, donc qui fait P5 et P2, après 3 week-ends sans aucun point, alors qu'il avait fait un podium sur son premier week-end à Melbourne. Ça a été propre, ça a été appliqué, il bat ses coéquipiers en qualification, il nous offre le dépassement du week-end sur Van de Pen, je trouve. Pour moi, c'est le dépassement du week-end quand il va chercher la deuxième place face à lui. Ça le relance complètement, c'est vraiment top. Maintenant, le but, ça va être voilà, le déclic, j'espère. Va surtout falloir trouver de la régularité et voilà, accrocher des points régulièrement. Il est huitième au championnat, donc c'est positif. Maintenant, ouais, il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça, mais là, sur ce week-end, top, rien à redire, c'est vraiment, vraiment génial. En vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de top team en F2 et que toutes les équipes sont pas ouf et que limite pas faire de F2 c'est le mieux. C'est une parole de dépressif ça. Non, non, il y a des équipes de F2 qui sont mieux que les autres, hein. Actuellement, en tout cas depuis la nouvelle réglementation, Invicta, Rodin, Campos se débrouille pas mal, hein. Euh, Hightech très clairement aussi. Donc ouais. Prédiction pour Monza 2025, Lindblad en F1 pour le week-end, Soloff rentre pour la fin de saison, début de F3 à Monza pour 40A. Moi je prends, hein. Moi je prends, ça serait top, hein. Ça serait top. Justy est quand même malchanceux sur vraiment plein de moments cette saison. Heureusement qu'il est super solide. Qu'est-ce qui doit faire du bien ce week-end pour Sandro? P6 et P3, il a été excellent. Et pourtant, il a encore de la malchance, hein. Ce week-end, il a encore de la malchance, puisque sur les 2 départs, il fait de très bons départs. Et il se fait sortir 2 fois. La première fois, il se fait sortir par Tim Tramnitz, qui a la suspension cassée et qui ne peut plus tourner. Euh, donc il passe de P2 à P10. Il avait fait un super départ. Il avait fait un départ de fou furieux. Il était deuxième au final. Il est P10 et il arrive à remonter P6. Euh, et sur la course principale aussi, il se fait tasser par Santiago Ramos qui est parti sur le vibreur au deuxième virage. Il se fait tasser, il perd un petit peu de temps, mais il fait les dépassements, il remonte et il nous fait un dépassement sublime dans le dernier tour aussi sur Van Eupen pour arracher son premier podium. Gros rythme, gros dépassement, où il a battu son coéquipier Tramnis dans tous les domaines ce week-end. Et voilà, ce week-end vraiment c'est la concrétisation de tout ce beau rythme, de tout ce super rythme qu'on voit depuis le début, peut-être pas le début de saison, au moins depuis le triple header. Euh, on voit que ça progresse week-end après week-end et du coup les résultats finissent par arriver. Donc là forcément Sandro est septième au championnat. Tranis le rageux qui sort Sandro en sprint race. Ouais, moi aussi j'ai envie de l'interpréter comme ça, mais dans les faits je pense pas que ça soit passé comme ça exactement. Mais voilà, ça fait trop plaisir pour les deux Français. Sandro, donc évidemment qui continue sa série du coup de 8 top 10 consécutifs, ça commence à devenir vraiment très 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 sympa. Et il fait un gros rapproché au classement, hein. Il fait un gros rapproché au classement, il est septième. Très honnêtement, si sur la deuxième... Vous connaissez Justice, c'est typiquement un pilote qui explose en deuxième moitié de saison. Ça peut viser top 5, top 3 au championnat, hein. S'il continue comme ça, s'il arrête d'avoir cette malchance, puisque encore une fois, même sur un week-end comme ça où il score, il y a quand même un peu de malchance, euh, ça peut être vraiment sympa, quoi. Justice, il tape le top 5, ça monte en F2, me faites pas jurer. Pour moi, oui, hein. Pour moi, oui. Il paraît que les sièges de Trident en F3 sont déjà pris. Oui, ils le sont pris depuis le mois de mai. Ça, c'est complètement dingue, mais du coup, j'ai bien eu la confirmation. Oui, c'est fou. C'est complètement fou. On a des sièges qui sont déjà décidés en mai. Je veux dire, c'est complètement fou.
Qui? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. T'as déjà eu les noms ou juste l'info qui sont pris? J'ai un nom. Ouais, voilà, bon, ouais, ouais, voilà. Oui, bon, d'accord, voilà. J'ai un nom que vous avez deviné dans le chat, d'un certain Britannique de 16 ans. Et j'ai pas les deux autres noms. Donc voilà, mais je sais qu'ils sont pris. Voilà. A priori, un redoublant, un rookie. Maintenant, qui? Mais c'est difficile à dire en fait, puisque je sais même, par exemple, imaginons, je sais qu'il y avait eu des petites discussions pour Théophile Naël avec Trident l'an passé, euh, mais est-ce que, enfin, je sais pas, peut-être que sur les prochains week-ends, Théophile Naël il va finir, je sais pas, top 5 au classement. Pour être honnête, j'y crois, enfin, pas trop avec la Van Aert Sport Racing, mais imaginons il fait top 5, top 3 au classement, ça ferait pas de sens de revenir sur de la F3. Donc, let's go Hugo Choukou la Corté. Il y a un monde où c'est ultra peu enthousiasmant, hein, c'est sûr, hein. Ouais, j'ai pensé à Aldairi en tant que rookie, je suis d'accord. De Palo, pourquoi pas, ouais, aussi, puisque bah, c'est un pilote Trident en Freca, mais pas beaucoup de budget, donc est-ce qu'il peut se le permettre? Est-ce qu'il a pu avoir une petite réduction? Je sais pas. Je sais pas. Le frère de Freddy, il fait trop le malin, je vais le mêler, c'est un fou, Alfie Slater, hein. Alors que pourtant, Freddy Slater, a priori, de ce que j'ai entendu, c'est toujours. C'est un gars bien, hein, intrinsèquement. Mais Alfie Slater, c'est un fou, hein. C'est un fou, il veut trop embrouiller tout le monde, hein. Alors qu'il est peu véloce de son côté dans sa carrière de pilote, c'est vrai. Évidemment, petite diapo pour le héros de ce week-end, Nicolas Lacorté de 0 à 0, masterclass du pilote de l'Alpine Academy. On rappelle, hein, pilote Alpine, hein, super. Euh, Bravo Alpine pour les choix de pilote encore une fois. Qui avait déjà commencé, préparé sa masterclass à Monaco avec déjà une collision avec Santiago Ramos et s'être pris, avoir ignoré un drapeau noir. Mais visiblement, ignorer un drapeau noir, ça pose de soucis que si tu t'appelles Enzo Dellini et que t'es en F4, puisque là, visiblement, Nicolas Lacorté, il a juste été disqualifié et a reçu des points de pénalité. Sauf que ces points de pénalité, au petit à petit, ils s'accumulent. Ils s'accumulent, et du coup, quand tu percutes José Garfias en qualification, quand tu percutes Brando Bador en course principale, quand tu fais 2 excès de vitesse sous safety car, et bah du coup, trop bizarre, tu te retrouves avec 18 points de pénalité sur ton permis, et du coup, tu es suspendu pour un meeting. Et le pire, c'est que même quand il reviendra après ça, il aura que 6 points sur son permis. Voilà, bon, écoutez. Voilà, masterclass. Bravo Alpine pour le choix de pilote, encore une fois. Toujours 0 points hein, à côté dans le classement pilote à côté, hein, par ailleurs, hein. C'est même pas comme un Alex Dunn hein, qui est super rapide, mais qui percute un pilote sur deux. Euh, c'est peut-être un peu beaucoup dit comme ça, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est juste lui, bah, non seulement il y a pas de vitesse, mais en plus, il a plus de points de pénalité que de points pour Alpine. Alpine dernière au classement. On le rappelle, dernière au classement en F1, c'est la honte. C'est la honte, purée. C'est la honte. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Maintenant, la question, c'est qui va le remplacer pour le prochain meeting à Spa-Francorchamps dans 4... à Spa-Francorchamps. Non, pas du tout. Au Red Bull Ring. Qui va le remplacer? Donc, Dams va devoir lui trouver un remplaçant. Bonne question. Bonne question. Évidemment, alors, très souvent, bon, j'en ai parlé sur Twitter et sur Blue Sky. Euh, Évidemment, on a tous envie de rêver d'un petit Français, de Dams qui donnerait sa chance à un pilote français. Malheureusement, il titularise rarement des pilotes français, j'ai l'impression. Et là, il y a un petit Gilles Terne, un petit... Ah quoi? Bon bah écoute, c'est clair comme ça. Il y a Homero dans le chat pour ceux qui écoutent juste l'audio qui dit Justy, il a dit à Evan de grimper dans la Dams, il a dit jamais je monte dans la Dams. C'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure équipe, on rappelle que Dams aussi, il débute dans ce championnat, mais surtout, pas le budget. Pas le budget. Pour faire une pige en F3, évidemment que Dams va faire monter les enchères. Évidemment. Et à ce petit jeu-là, Freddy Slater, il est très très bon. Par contre, petit souci pour Slater, et même tous les pilotes de Freca dans l'ensemble, c'est un meeting au Red Bull Ring. Et la Freca va au Red Bull Ring après, en septembre. Donc il faudrait avoir une autorisation du championnat, etc. Je sais qu'à un certain moment, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué d'avoir des autorisations pour ça.
À voir, puisque hein, l'organisation a un petit peu changé entre temps. On est passé d'une orga plus française à une orga plus italienne, full italienne même. Ouais, Dorian Pain pour les médias, pour la hype, pour le marketing. En vrai, en vrai. Donc voilà, écoutez, on verra bien, mais en tout cas, je pense que ce sera de toute façon un pilote qui amène beaucoup d'argent. Parmi les tops, évidemment, Nicolas Tsolov qui confirme après son très bon week-end de Monaco, qui confirme qu'il est bien dans la lutte. Alors peut-être pas pour le titre, mais en tout cas voilà, pour les très très hautes positions. Santiago Ramos, encore un très très bon week-end de sa part pour le 6ème du championnat. Dominguez opportuniste certes, puisqu'il y a eu beaucoup d'incidents sur le départ de la course sprint, mais dominateur vraiment sur la course sprint et qui lance vraiment sa saison. Du mieux aussi pour Laurens Van Eupen. Parmi les flops, bon, Tim Tramnis, le coéquipier de Juicy qui est passé à côté, tout comme Noah Stromstred. Compliqué aussi, même si tout n'est pas de sa faute. Hein. La casse mécanique en course sprint, il y peut pas grand chose. J'avais d'ailleurs j'avais envie de mettre aussi Tuka Taponen, mais en fait, le week-end qu'il fait, il est bon de base. C'est juste qu'il a cette casse mécanique aussi sur le week-end. Et aussi, parmi les flops, Rodin, et de façon plus ciblée Callum Voisin, qui marque, je crois, 1 ou 2 points sur le week-end. Bon, ouais, je pense que ma prédiction de champion va s'avérer plutôt fausse, quoi. Plutôt fausse, puisqu'il est actuellement 9ème au classement. Allez, on va aborder le week-end qui arrive et on va se régaler, en tout cas j'espère qu'on va se régaler, avec la FRECA et l'Eurocup 3 qui reviennent notamment, la FRECA avec sa pléthore de pilotes français, la Formule régionale européenne par Alpine qui revient, avec toujours ce leader au championnat, enfin avec toujours, non, c'est un nouveau leader au championnat, mais avec ce leader au championnat qui est surprenant que pas beaucoup de monde avait vu venir, Matteo De Palo, avec 66 points, qui surprend. Matteo De Palo, redoublant. C'est surtout Trident qui surprend de manière générale, puisque jamais on ne s'attendait à voir Trident aussi haut dans le classement. En attendant, c'est bien lui qui mène le championnat devant Evan Gilter, deuxième, et Enzo Dellini, troisième. Les deux pilotes français se sont déjà imposés à une reprise cette année. Quatrième, Freddy Slater, ou soit dans le top 2, ou soit DNF. 2 abandons, hein, c'est déjà énorme. Cinquième ensuite, en dehors de ce Big Four qui a déjà gagné, on retrouve Iyu Yamakoshi, cinquième. Taito Kato, bon, avec un drapeau français puisqu'il a une licence française, mais c'est bien un pilote japonais qui a signé son premier podium sur la dernière course à Spa, tout comme Yamakoshi qui se retrouve sixième. On a ensuite Rachid Aldairi, Clerot, Beaton, Bedrin, Kanatoli, Dion Gauda, Akshay Bora, Jin Nakamura, Nondawood Birumbagdi et Giovanni Maschio qui sont les 16 pilotes à avoir marqué des points. Et pour le moment, il n'y a pas de points pour Enzo Peugeot, pour Edouard Borgna, pour Dorian Pain et Arthur Eigerter notamment. Bon, il y a Masseo Capiotto qui est sur la capture d'écran mais qui ne sera pas engagé sur le prochain meeting de Freca. Je ne sais même pas s'il fera d'autres meetings vu que ça a été un petit peu compliqué pour lui le week-end dernier à Spa-Francorchamps. Ce qui va être intéressant à surveiller, ça va être la pluie, parce que on va avoir la pluie tout le week-end à Zandvoort. On va avoir les premiers essais à Zandvoort sont prévus demain, jeudi, mais on va avoir de la pluie tout le temps. Enfin tout le temps d'intensité modérée à plus forte ou voilà, mais il y aura tout le temps de la pluie, comme un peu le week-end dernier, comme d'ailleurs très souvent à Zandvoort, on va pas se le cacher, beaucoup de pluie. Donc à voir si ça peut rebattre les cartes. Evan Gilter, c'est un pilote qui était souvent à l'aise sous la pluie l'an dernier, à voir ce que ça peut donner. On a actuellement une statistique assez sympa de 4 vainqueurs en 4 courses sur 4 équipes différentes, puisqu'on a 2 palos Trident, on a Gilter d'ART, Deligny de chez RS et Slater de chez Prema. Ça va commencer à devenir compliqué de continuer la série, mais c'est pas impossible. Il faudrait un Pedro Clerot ou un Iyu Yamakoshi de chez Van Amersfoort ou un Nikita Bedrin de chez Saint-Eloc. C'est pas impossible. Doucement la Freca sous la pluie. Alors évidemment, je sais à quoi vous pensez, mais voilà, enfin, la Freca va à Zandvoort depuis pas mal d'années. Il pleut tout le temps puisque Zandvoort reste Zandvoort. Et voilà, il n'y a jamais eu trop de soucis. Même si parfois on a eu des crashs assez spectaculaires. Je me souviens notamment 2022, je pense, ou 2023, en 2022, je pense, entre Pietro Deliguanti et Esteban Basson.
Perso, je pense à la masterclass d'Antonelli à Zandvoort. Oui, oui, voilà, évidemment, la masterclass d'Antonelli qui partait 8ème et qui s'était imposé avec 15 secondes d'avance sur tout le monde. C'était à Zandvoort, en effet, c'est là où il l'avait. C'est là où je me suis dit, enfin, c'est ce jour-là, je me suis dit, ok, ok, monsieur Anthony, d'accord. Zandvoort sous la pluie, la qualif risque d'être un rien importante. Ah, après, en fait, de toute façon, Zandvoort, c'est un circuit très étroit. C'est très difficile de doubler à Zandvoort de manière générale, encore plus après avec ses paquebots en fréca. Donc la pluie, quelque part, ça va faire qu'il y aura plus de... Je pense qu'il y aura plus d'activité en piste, justement. Il y aura plus de dépassements, puisque sur le Sex Van Zort, en fréquent, je pense que hormis la ligne droite, avec le push-to-pass, sinon il n'y a pas beaucoup d'autres endroits pour dépasser, quoi. Et c'était la première des vannes en fréca, je me rappelle bien, j'étais sur place, une semaine après son titre en F4 France, c'était très très chouette. Donc écoutez, justement pour revenir sur nos pilotes français, Gilter, voilà, bah justement, c'est une piste qu'il connaît, sur laquelle il a des références, il avait été plutôt pas mal déjà l'an dernier avec un top 5, il doit continuer cette lutte pour le titre. Encore une fois, pour moi, le favori pour le titre reste toujours Prediclator avec Prema, cette combinaison pilote-équipe reste quand même la plus redoutable quand il n'y a pas d'incident de course. Mais voilà, il faut continuer ce qu'il fait depuis le début de saison. Et voilà, ne pas faire d'erreurs, marquer des gros points, si possible des podiums, des victoires. Enzo Dellini, un petit peu la même chose, confirmer que sa victoire à Spa, que son excellent week-end de Spa où il a été le pilote qui a scoré le plus de points, que c'était pas un épiphénomène, que c'est vraiment la suite de sa bonne dynamique depuis le début de saison, qui a vraiment, c'est vrai qu'il y a une dynamique très positive qui s'installe, bah faut continuer de confirmer ça et s'affirmer comme un candidat au titre. Enzo Peugeot, évidemment, il va falloir lancer la saison puisque la 2 meeting 3 P11, ça commence à. Je pense que ça doit commencer à lui trotter dans la tête, évidemment, puisqu'il y avait des ambitions beaucoup plus hautes que ça. Il va falloir lancer sa saison rapidement s'il veut pas que le train pour le titre ou pour le podium, le top 5 au championnat parte sans lui. Il y a eu pourtant des promesses hein, en course à Misano, en qualif à Spa, mais des premiers tours très sympas. Mais voilà, pour le moment, les deux week-ends n'ont pas été complets de la part d'Enzo Peugeot et de son équipe. Et aussi, je me demande, avec la pluie, est-ce qu'on peut peut-être avoir des points surprises de certains de nos autres pilotes français? Je pense notamment à Dorian Pain qui est plus à l'aise sous la pluie en fréca. Elle avait déjà montré quelques petites performance déjà en fréca au Castellet sous la pluie l'an passé. Edouard Borgna, l'air de rien, évidemment ça peut faire peut-être un petit peu sourire, mais Edouard Borgna, il a fait la meilleure performance de sa carrière sous la pluie, sous une pluie assez torrentielle, même au Nürburgring où il avait marqué son premier point en carrière. Voilà. Et c'est pas le début de saison d'Edouard Borgna n'est franchement pas dégueulasse. Hein. C'est plutôt pas mal. Il est dans le rythme et il n'est pas largué comme il a pu l'être évidemment à ses débuts en F4 France. Donc écoutez, pourquoi pas ça partirait de très loin quand même, puisqu'il y a il y a quand même de la concurrence. Mais écoutez, pourquoi pas. On a évidemment le retour de l'Eurocup 3 aussi ce week-end pour seulement la deuxième manche. En vrai, il est temps que ces championnats démarrent, hein, puisque pendant que la F2 et la F3 on est à mi-saison, voilà, les championnats de Formule régionale patinent un petit peu. Ce qui ne doit pas forcément d'ailleurs aider les pilotes hein, de Formule régionale et d'Eurocup 3 pour les négociations, puisque du coup on ne sait pas trop que penser de leur saison, vu que leur saison a tout juste commencé. C'est difficile de savoir s'ils méritent vraiment la F3 dès l'an prochain, donc je pense que ça doit un petit peu gêner les négociations. En attendant, ça c'est pas le souci des pilotes MP Motorsport, notamment Mattia Kolnaghi qui est en tête du championnat après un excellent premier week-end au Red Bull Ring devant Kasper Stuka, Maciej Gladic, Ernesto Rivera, Valerio Renicella, Jules Caranta qui a soufflé le chaud et le froid sur le premier meeting au Red Bull Ring, décevant, il faut dire les choses telles qu'elles sont samedi, où il avait fait P8, et il avait été largement battu par Ernesto Rivera, autre jeune pilote Red Bull, et avait reçu une pénalité pour finir 17ème. Et le lendemain, pole position sublime et P3 à l'arrivée, battu seulement par deux pilotes MP. Pour le moment, MP semble avoir toujours un avantage, donc voilà, on va espérer qu'il y a plus de positifs et qu'il va construire vraiment sur cette journée de dimanche. Gareth Berry, 7ème, James Egozi, 8ème, Steven Hayden, très bon, 9ème, Carrasquedo, Cardenas, Stern Benichkoul et Oscar Wurtz qui sont les 13 pilotes à avoir marqué des points pour le moment. Chose assez intéressante à noter,
Chose assez intéressante à noter, on va avoir un changement de format. Un changement de format avec 3 courses ce week-end en Eurocup 3, avec une course sprint qui prendra le top 8 inversé de la première séance de qualification. Voilà, donc il y aura 3 courses et non pas 2 ce week-end, donc à voir ce que ça peut donner. C'est un format qui a déjà été utilisé dans le championnat hivernal en février-mars. Et voilà, ma question, est-ce que les MP vont être toujours aussi dominantes? Parce que pour le moment, d'habitude, on a un duel MP versus Campos, et là pour le moment, c'est vraiment que MP. Donc voilà, Campos doit se rapprocher, Caranta doit confirmer les promesses du dimanche. On a aussi le retour de la F4 espagnole qui suit l'Eurocup 3 à Portimao, avec notamment René Lamers en tête du championnat. Voilà, il y a 3 pilotes qui se sont très nettement détachés des autres, et René Lamers, Thomas Strauven et Jan Przyrowski. 3 pilotes redoublants, certes, mais 3 pilotes extrêmement talentueux. René Lamers pourrait même être beaucoup plus largement en tête du championnat s'il s'était pas fait enlever la moitié de ses victoires, pour des pénalités parfois assez litigieuses, pour être parfaitement honnête. Les rookies un petit peu plus dans le dur pour le moment, qui n'arrivent pas trop à se mêler à la lutte pour les victoires, tout simplement. Donc à voir ce que ça va donner pour Ian Eikemans, Noah Montero, Vivek Kantan, Niklas Schaufler, Christopher Elfegali, les 2 derniers étant des pilotes Red Bull. Voilà pour la F4 espagnole, pas de pilote français engagé dans ce championnat. Pareil en F4 britannique, pas de pilote français engagé. Lamers, c'était pas le gars qui avait refusé à Ferrari Driver Academy? Oui, exactement, c'est le fils de Yann Lamers, l'ancien pilote de F1, qui avait refusé à Ferrari Driver Academy parce que voilà, les deals du contrat n'étaient a priori pas assez bons pour lui. Euh, donc voilà, il rebondit pas mal après une première année en monoplace franchement compliquée. En British F1, en F4 britannique, on a Fionn McLaughlin qui est en tête du championnat, jeune pilote Red Bull de 17 ans, irlandais, qui fait une très bonne première saison en monoplace. Euh, voilà, voilà globalement. Martin Molnar surprenant deuxième devant James Pesek, Raber, Arfil, Alazari, Jeff Hall, le jeune pilote Mercedes, est huitième. Pour le match, j'en attendais un petit peu plus, même s'il n'est pas forcément dans la meilleure équipe. Thomas Berman, le frère d'Oli Berman, est 9ème. Celui qui passe à côté de son début de saison pour le moment, c'est malheureusement Léo Robinson, le pilote algérien qui était l'un des favoris au titre et l'un des tout meilleurs redoublants. Pour le moment, 12ème, il va falloir lancer sa saison ce week-end à Truxton. Je vous laisse avec tous les horaires du week-end. L'Africa, l'Eurocup 3, la F4 espagnole, la F4 britannique, même aussi les horaires du karting, puisqu'il y a la 3e manche du championnat d'Europe de karting, Oka et Oka Junior, l'avant-dernière manche même, avec voilà, Thomas Pradier, avec Lucas Sell, avec Louis Cochet, etc. Des pilotes qui ont déjà montré de très belles choses un peu plus tôt cette année. Et qui joue des top 10 hein, au championnat d'Europe. Ah mais c'est McLaughlin, ancien concurrent de Rainmakers. Oui, c'est le même McLaughlin qui vient du karting, ouais. Mais non, McLaughlin pour l'instant, enfin, on va voir. Hein. Alex Dunn, de base, c'était pas un pilote qui avait une réputation de pilote sale qui mettait tous les pilotes dans le mur. C'est une réputation qu'il a cultivée à partir de la F3 seulement. Donc, bon, pour l'instant, McLaughlin n'a pas cette réputation en tout cas. Vous voyez pas mal de Français sur le pont ce week-end avec Gilter, Deligny, Taito Kato, si on veut le considérer comme pilote français, ça fait plaisir. Enzo Peugeot, Edouard Borgnat, Dorian Pain et Arthur Aegerter en Freca et Jules Caranta et Luciano Morano en Eurocup 3. Peut-être qu'on fera quelques lives plus tôt sur la journée de samedi. Fionn, il a des liens avec Scott. Non, c'est pas. Bah, déjà, il y en a un qui est irlandais, l'autre qui est néo-zélandais. Néo-zélandais ou australien? Oula. En tout cas, non, pas. C'est un peu comme Christian Mansell et Nigel Mansell, si vous voulez. Donc voilà, il y aura peut-être des lives sur la journée du samedi, peut-être. Je ne sais pas encore exactement, mais j'aimerais bien en tout cas. Oh purée, je viens de voir. Je viens de voir que là, la Freca et l'Eurocup 3 se chevauchent. C'est pas super ça. C'est pas super là. 17h45, 17h55, pas cool. Ah, et puis ils font la même dimanche d'ailleurs. C'est pas super malin, hein. C'est pas super malin. 13h30, 13h50 le dimanche aussi. Bon, écoutez, on verra ce qu'on peut faire. Je vous tiendrai au courant sur Twitter et sur Blue Sky s'il y a un live ou pas ce week-end, mais plutôt sur la journée de samedi. S'il y en a un, t'inquiète pas, Percy, la pluie retardera les choses en fréca. C'est vrai qu'avec la pluie, on peut avoir des petites surprises sur le programme à Zandvoort. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. En plus, vous étiez vraiment
Vous étiez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Évidemment, merci beaucoup à Anna pour le raid sur le début de live. Raid que j'ai absolument pas mérité, vu mon début de live absolument cataclysmique et la sieste que j'ai faite. Mais écoutez, voilà, j'étais en repos de garde. Bon, voilà, j'ai honte. J'ai honte, mais écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. C'était extrêmement chouette. J'attends pas mal de ce week-end, puisque live 2, live 3, c'est bien, mais au final, moi, ce qui me hype le plus, c'est un petit peu bizarre, mais ce qui me hype le plus vraiment, euh, c'est vraiment de voir cette nouvelle génération. Surtout la F2, je m'en fiche un petit peu, pour être parfaitement honnête, j'ai du mal à vraiment vibrer devant ce championnat. Par contre, la F3, je suis à fond dedans. L'Africa, l'Eurocup 3, voilà, il y a tout plein de ces pilotes qu'on suit depuis, dont je parle depuis le karting, hein, pour certains. Qui arrive là et voilà, on a une très très belle génération de pilotes qui peuvent prétendre à la F3 dès l'an prochain. Donc à voir ce que ça va donner pour nos pilotes engagés en Freca et en Eurocup 3 ce week-end. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Euh, je préfère l'Eurocup 3 perso cette année. Bah, pour le moment, je sais pas trop, hein. Pour le moment, je sais pas trop. Il y a eu qu'un seul week-end d'Eurocup 3. Pour le moment, je ne me positionne pas. Je ne me positionne pas. Et pour l'instant, en Freca, il y a eu 2 victoires françaises en 4 courses. En Eurocup 3, pour le moment, pas de victoire française, mais charge à Jules Caranta de changer ça dès ce week-end. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok et sur Blue Sky. On verra pour peut-être faire un live de la Freca, de l'Eurocup 3 ce week-end, plutôt samedi. Merci beaucoup à Kimi63 pour les 100 bits. Merci beaucoup. Je tenais à te remercier et te féliciter pour le taf de dingue pour préparer les lives ainsi que sur les réseaux sociaux que tu fais. En plus de ton travail, c'est un réel plaisir de te retrouver en stream chaque semaine avec la bonne ambiance du chat en prime. Et bah écoute, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup, surtout après un live aussi laborieux sur le début. Mais ouais, le diapo que j'ai fait avec très peu d'heures de sommeil juste avant. Mais voilà, je vais essayer de me rattraper sur le sommeil et de me coucher tôt. Donc je coupe le live dès maintenant. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup pour le soutien. Ça fait vraiment trop 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 plaisir. Et c'est pour ça que. Et merci Kimi63 aussi pour trouver des subs aussi farfelus à chaque fois. Bonne soirée, bon week-end, peut-être à samedi, on reverra. Et voilà, passez à tous une très bonne soirée. Bye bye.